l'aube du XXe siècle, une femme reçoit 2 prix Nobel. 20 ans plus tôt, Maria Skłodowska, une jeune Polonaise animée d'une volonté à toute épreuve, a gagné Paris, défié les mentalités de son temps et réalisé son rêve, se consacrer à la science. Je crois que les aptitudes exigées par une véritable vocation scientifique sont une chose infiniment précieuse et délicate. Un trésor rare qu'il est criminel et absurde de laisser perdre et sur lequel il faut veiller avec sollicitude afin de lui donner toute chance d'éclosion. Marie Curie, pionnière de génie, deviendra la première femme scientifique reconnue de l'épopée des temps modernes. Mais sa vie n'a cessé d'être romancée. Au fil du temps, un mythe s'est créé, effaçant peu à peu la singularité d'un destin exceptionnel. Le mythe de Marie Curie, la petite dame frêle en robe noire, travaillant jour et nuit, c'est plein de contre-vérités. Elle avait la passion de ce qu'elle faisait. Et je crois que c'est cela qui l'animait d'abord. On associe Marie Curie, radioactivité, réacteur nucléaire, bombe atomique. Bon, alors que tout ça, c'est finalement une histoire assez compliquée, assez subtile. Plus de 100 ans se sont écoulés depuis que Marie Curie a forgé ce mot jusqu'alors inconnu, radioactivité. En ouvrant les portes de l'infiniment petit, la radioactivité a bouleversé notre perception de la matière et de l'univers. Il est un épisode qui illustre mieux que tout autre le tempérament de Marie Curie. En 1911, à Stockholm, l'Académie des sciences est sur le point de lui décerner son second prix Nobel pour sa découverte du radium. Mais Marie Curie fait depuis plusieurs mois en France l'objet d'une campagne calomnieuse, orchestrée par la presse conservatrice et largement relayée par la presse européenne. À l'Académie Nobel qui lui suggère de ne pas venir chercher son prix par peur du scandale, elle répond fermement. Je dois agir selon ma conviction. J'estime qu'il n'y a aucun rapport entre mon travail scientifique et les faits de vie privée que l'on prétend invoquer contre moi dans des publications de bas étage. Quand vous recevrez cette lettre, j'aurai pris mes dispositions pour être à Stockholm au moment de la cérémonie. Marie Curie a forcé le destin et le royaume de Suède l'honorera avec faste. « 7 novembre 1867, naissance de Maria Skłodowska dans une Pologne asservie, démembrée par ses puissants voisins prussiens, autrichiens, russes. Maria, la cadette, reçoit avec ses sœurs et son frère une solide éducation, ouverte sur le monde des lettres et des sciences. Ayant brillamment achevé ses études secondaires, elle se sent attirée par une nouvelle conception du monde qui se répand en Europe, le positivisme. Une philosophie où science, progrès, humanisme sont intimement liés. Maria se joint à de petits groupes clandestins d'étudiants au risque d'être jetée en prison. Toute cette jeunesse essaye de reconstruire ou de préparer la renaissance de la Pologne, eh bien, en s'éduquant, en mettant l'éducation au centre de tout. Et dans l'éducation scientifique doit tenir une grande place. Maria veut s'engager dans des études supérieures, mais les bancs de l'université sont interdits aux femmes. Elle imagine alors un pacte audacieux avec sa sœur Bronia. Je décidai que je quitterais Varsovie pour me placer comme institutrice dans une famille en province. Logée et nourrie, je pouvais économiser jusqu'à 400 roubles par an. Il était bien naturel que l'aînée parte la première à Paris pour suivre des études. Nous gardions l'espoir que je puisse un jour la rejoindre. À 18 ans, Maria rejoint la famille Zorawski, des propriétaires terriens, à Stuczki, dans le nord-est de la Pologne.
La vie de la jeune gouvernante est douloureusement monotone. À sa cousine, Maria confie. Ma chère Henriette, je suis tombée dans une mélancolie noire, car nos compagnons de chaque jour sont d'affreux vents d'ouest, agrémentés de pluie, d'inondations et de boue. Je me demande si en me revoyant, tu jugeras que les années que je viens de passer parmi les humains m'ont fait du bien ou du mal. Il y a eu des moments que je compterai certainement parmi les plus cruels de ma vie. Après ces 3 années de torpeur provinciale, Maria retrouve Varsovie et les siens. Grâce à un cousin qui fut l'assistant du grand savant russe Mendeleïev, elle pénètre pour la première fois dans un laboratoire. De temps en temps, une petite réussite inespérée venait m'encourager. D'autres fois, je sombrais dans le désespoir à cause d'accidents ou d'échecs dus à mon inexpérience. J'apprenais à mes dépens que le progrès en ces matières n'est ni rapide, ni aisé. À l'automne 1891, Maria est prête pour le grand départ. À 24 ans, elle peut enfin retrouver sa sœur Bronia à Paris. Quittant une Pologne où les libertés fondamentales sont bafouées, Maria s'immerge dans la vie parisienne. Elle touche enfin l'objet de tous ses rêves et de tous ses espoirs, la France de la République, rayonnant de tous ses feux intellectuels. Elle découvre le pays d'Auguste Comte, le père du positivisme, Louis Pasteur, Victor Hugo. Sur sa fiche d'inscription de la faculté des sciences de la Sorbonne, Maria Skłodowska devient Marie Sklodowska. C'est vrai que les universités sont devenues mixtes, mais les femmes y sont très peu nombreuses. Elles sont environ 3% au moment où Marie Curie s'inscrit comme étudiante. Donc elle appartient à une toute petite minorité. Et dans cette minorité, ce qui est remarquable, c'est le nombre d'étrangères. La moitié d'étudiantes étrangères, ce qui est diversement accepté. La vie, à ce qu'il semble, n'est facile pour aucun de nous. Il faut avoir de la persévérance, il faut croire que l'on est doué pour quelque chose, et ce but, il faut l'atteindre, coûte que coûte. Marie va d'abord vivre avec sa sœur et son beau-frère, s'apercevoir qu'ils sont charmants, ils sont prêts à l'aider, ils l'aident en tout, mais ça ne lui permet pas de travailler à plein temps. Elle va donc s'installer dans une petite mansarde et travailler comme elle n'a jamais plus tard, je crois, travaillé avec un résultat brillant, puisque première à la licence de physique, ensuite seconde à la licence de mathématiques. Évidemment, elle est remarquée. Marie est chargée par la Société pour l'encouragement de l'industrie nationale de mener une étude sur les propriétés magnétiques de divers métaux. Un professeur lui conseille de prendre contact avec un physicien travaillant dans le même domaine, un certain Pierre Curie, âgé de 35 ans. Ils se rencontrent à propos de la science. Et Pierre Curie, qui avait écrit dans sa jeunesse « Les femmes de génie sont rares », dans un petit journal intime, a évidemment été convaincu qu'il fallait absolument que Maria Sklodowska reste en France pour travailler, faire de la science. Très attachée à sa famille, Marie retourne à Varsovie où elle envisage d'enseigner et de participer ainsi à l'émancipation de la Pologne. Pierre lui écrit « Ce serait une belle chose à laquelle je n'ose croire que de passer la vie l'un près de l'autre, hypnotisés dans nos rêves. Votre rêve patriotique, notre rêve humanitaire et notre rêve scientifique. » C'est pas courant comme rencontre, et c'est d'une solidité et d'une profondeur, je crois, tout à fait exceptionnelle. À partir de ce moment-là, une vie nouvelle commença pour moi, très différente de mon existence solitaire des années précédentes. Avec l'argent que nous avions reçu en cadeau de mariage, nous achetâmes 2 bicyclettes sur lesquelles nous fîmes des randonnées en dehors de la ville.
la naissance de notre fille Irène amena un grand changement dans notre vie. En 1895, dans un laboratoire allemand, un événement capital se produit. Le physicien Wilhelm Röntgen découvre les rayons X. Un an plus tard, en France, Henri Becquerel observe qu'une plaque photographique mise en contact avec des sels d'uranium est impressionnée sans avoir été exposée à la lumière du soleil. Becquerel découvre que l'uranium est capable d'émettre des rayonnements dont on ne connaît pas la nature, mais des rayonnements qui sont capables de persister dans le temps comme s'ils ne s'usaient jamais. Et Marie Curie va décider de consacrer sa thèse de doctorat, la première qui soit soutenue en France par une femme en physique, à l'étude de ces rayons émis par l'uranium. 5 ans après son arrivée à Paris, l'étudiante émérite relève le défi et se lance dans l'exploration de ces mystérieux rayonnements. Elle obtient du directeur de l'école de physique et de chimie industrielle la mise à disposition d'un atelier vitré, équipé de quelques tables usées, d'un vieux poêle en fonte et d'un tableau noir. Au Muséum d'histoire naturelle, à quelques pas de son laboratoire de fortune, elle se procure un grand nombre de métaux, sels, oxydes et minéraux pour en mesurer les rayonnements. Mais la physicienne en herbe ne dispose pas d'une méthode scientifique éprouvée. Il faut une méthode quantitative d'étude de ces mystérieux rayonnements extrêmement faibles. L'uranium émet des rayonnements extrêmement faibles, spontanément, ce qui est extraordinaire, mais extrêmement faibles. Les découvertes de Pierre et Jacques Curie sur les très faibles charges électriques émises par le quartz et qui seront utilisées plus tard dans les sonars et les montres électroniques vont être déterminantes dans l'étude des rayonnements de l'uranium. Sur la paillasse du laboratoire, le quartz piézoélectrique, outil élaboré par Pierre Curie, sera associé à d'autres instruments qui ont fait leurs preuves. En ce tout début d'une odyssée de longue haleine, cet appareillage qui symbolise la parfaite complicité scientifique de Pierre et de Marie Curie va leur permettre d'effectuer des mesures d'une finesse inégalée. Le courant électrique, c'est 10 puissance moins 14 ampères, 10 puissance moins 13 ampères. Autrement dit, ils sont capables, avec des moyens qui nous semblent rudimentaires, d'extraire des données d'une précision incroyable. Pendant de longues semaines, Marie Curie mesure les rayonnements des différents échantillons qu'elle a sélectionnés. Les composés de l'uranium étudiés sont actifs, mais un minerai en particulier, la pêche blinde, l'est beaucoup plus que tous les autres. La pêche blinde, un minerai contenant de l'uranium servant traditionnellement à colorer le cristal, émet des rayonnements beaucoup plus puissants que ceux de l'uranium seul. Ce résultat surprend Marie Curie. Contrôle des appareils, qu'est-ce qui se passe, etc. Elle se convainc que non, c'est comme ça. Et Pierre Curie, à ce moment-là, est déjà en train de basculer en disant il y a derrière un phénomène tellement important qu'il faut qu'on s'y mette à deux. Mais c'est Marie seule qui va publier la première note au compte-rendu de l'Académie des sciences, avec cette phrase « Tout porte à croire qu'il y a un autre élément beaucoup plus actif que l'uranium. » Pierre Curie, savant reconnu, a tenu à ce que Marie signe seule ce premier exposé, bousculant ainsi les conventions d'une époque où l'idée qu'une femme puisse apporter un résultat en science était impensable. Il a été ensuite très difficile d'oublier que ce point de départ de toutes les découvertes, il est signé Marie Skłodowska-Curie. Avec Pierre, Marie cherche à isoler cette substance contenue dans la pêche blinde, élément chimique inconnu du tableau de Mendeleïev. Nous avons alors attaqué la pêche blinde par les acides et nous avons traité la liqueur obtenue par l'hydrogène sulfuré.
Finalement, nous avons obtenu une substance dont l'activité est 400 fois plus grande que l'uranium. Nous croyons que la substance que nous avons retirée de la pêche blinde contient un métal non encore signalé. Si son existence se confirme, nous proposons de l'appeler polonium, du nom du pays d'origine de l'un de nous. Bientôt, Marie et Pierre Curie reçoivent le renfort de Gustave Bémont, un chimiste chevronné. Tous trois détectent que leurs échantillons contiennent quelque chose d'encore plus actif que le polonium. Ce nouvel élément chimique, au rayonnement 900 fois plus puissant que l'uranium, ils le baptisent radium. Afin de convaincre les sceptiques, les Curie doivent obtenir une quantité significative de radium pur pour en étudier les caractéristiques chimiques. Extraire plusieurs milligrammes de radium nécessite 1 tonne de pêche blinde. Mais la principale mine d'Europe est à Joachimsthal, en Bohême. Grâce à l'appui d'un industriel de la banlieue parisienne, convaincu de la portée révolutionnaire de cette découverte, Marie et Pierre Curie entament l'ultime étape de leur recherche. Nous étions très heureux d'observer que nos produits concentrés en radium étaient tous spontanément lumineux. 3 ans de labeur s'écoulent. Enfin, en juillet 1902, Marie Curie obtiendra 1 décigramme de chlorure de radium, lui permettant de placer de manière incontestable l'élément radium dans le tableau de Mendeleïev, une référence universelle où sont classés les éléments chimiques connus. Dans notre hangar, où régnait une grande tranquillité, l'un ou l'autre de nos collaborateurs venait de temps en temps. C'était alors des conversations devant le tableau noir, de celles qui agissent comme un stimulant sur l'intérêt scientifique. Il devenait nécessaire de trouver un terme nouveau pour définir la propriété manifestée par les éléments uranium, polonium et radium. Je proposais le mot radioactivité. On ne peut pas trouver d'explication à un rayonnement d'une pareille importance qui libère une énergie pareille avec la physique classique. C'est pas possible. La spontanéité du rayonnement est une énigme, un sujet d'étonnement profond. La matière radioactive éprouve donc une transformation, mais ce n'est pas une transformation chimique ordinaire. S'il y a quelque chose qui se modifie, c'est forcément l'atome. Marie Curie perçoit qu'un nouveau champ s'ouvre à nous, et elle a compris aussi que la radioactivité était un signal qui nous mettait en relation avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'infiniment petit, c'est-à-dire avec la matière telle qu'elle est structurée à la plus petite échelle possible. Pour les physiciens et chimistes de l'époque, la matière recèle encore bien des mystères. La structure de l'atome reste à découvrir. L'atome n'est encore qu'un concept qui désigne la plus petite partie indivisible de la matière. Depuis l'Antiquité, l'atome est une quête du Graal. Au début du XXe siècle, il y a un grand débat qui est l'existence de l'atome. Est-ce que l'atome existe ? C'est une vieille idée, l'atome. C'est une idée que les philosophes grecs ont évoquée plus de 500 ans avant Jésus-Christ, mais on n'arrive pas à le voir. L'atome, à la fin du XIXe siècle, c'était quand même quelque chose qui véhiculait l'idée de la stabilité, de la conservation de la matière, à la fois dans les réactions chimiques, etc. Or, voici que la découverte de la radioactivité suggère l'idée que des atomes peuvent émettre de l'énergie. C'est la fin de ce qu'un vulgarisateur de l'époque a appelé l'ère victorienne de l'atome. Le XXe siècle s'ouvre sur cette idée que l'atome est au contraire un petit monde fourmillant qu'il faut explorer. Un nouveau siècle a commencé, mais le temps de l'engouement du grand public pour la radioactivité n'est pas encore venu. À l'Exposition universelle de Paris en 1900, l'attraction vedette, c'est le pavillon de la fée électricité. On y célèbre la lumière, le rêve, les techniques de la communication.
Un nouvel imaginaire collectif s'épanouit. En ce tout début du siècle, Marie Curie est chargée de cours à l'École normale supérieure de jeunes filles de Sèvres. Elle achève bientôt sa thèse de doctorat, Recherche sur les substances radioactives, qui lui vaut la mention très honorable. En 1903, pour leur recherche sur les phénomènes radioactifs, Marie Curie, Pierre Curie et Henri Becquerel reçoivent le prix Nobel de physique. Le couple, si peu doué pour la vie mondaine, sort de l'anonymat. La célèbre danseuse Loie Fuller leur offre un spectacle privé et leur demande naïvement un costume phosphorescent au radium. Marie écrit à son frère Joseph. Nous sommes inondés de lettres, de visites de photographes, de journalistes. On voudrait pouvoir se cacher sous terre pour avoir la paix. Après avoir reporté leur voyage pendant plus d'1 an, pour raison de santé, Pierre et Marie se rendent enfin à Stockholm pour recevoir leur prix Nobel. Pierre Curie conclut son discours officiel en ces termes. On peut concevoir encore que dans des mains criminelles, le radium puisse devenir très dangereux. L'exemple des découvertes de Nobel est caractéristique. Les explosifs puissants ont permis aux hommes de faire des travaux admirables. Ils sont aussi un moyen terrible de destruction entre les mains de grands criminels qui entraînent les peuples vers la guerre. Je suis de ceux qui pensent, avec Nobel, que l'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes nouvelles. À Vienne, à Boston, à Glasgow, à Berlin, les recherches sur la radioactivité foisonnent. Des physiciens tels que le néo-zélandais Ernest Rutherford élucident peu à peu ce phénomène énigmatique. Le groupe de Rutherford, ça va être le groupe de loin le plus actif et c'est lui qui va apporter l'explication avec ce dit de la radioactivité. L'émission de rayonnement est due au fait qu'un élément chimique se transforme en un autre élément chimique, chose impensable qui pourrait faire croire à de l'alchimie. Ça avait même été une boutade de Rutherford disant « on va nous prendre pour des alchimistes ». Les travaux de Marie et Pierre Curie ont ouvert un nouveau territoire, au croisement de la physique et de la chimie. Le fait de dire que c'est des recherches de physique ou que c'est des recherches en chimie est assez délicat à trancher. Surtout quand on se remet dans les connaissances de l'époque. Après coup, c'est facile de dire voilà ce qu'est de la chimie, voilà ce qu'est de la physique. Mais dans le contexte où ils travaillent, les choses sont entremêlées parce qu'on n'a pas assez de connaissances sur l'atome pour pouvoir caractériser les phénomènes dont il est le siège. Le jeudi 19 avril 1906, Pierre Curie meurt dans un accident de la circulation. Marie, qui a mis au monde Ève, sa deuxième fille, est anéantie. Mon Pierre, je t'ai attendu des heures mortelles. On m'a rapporté des objets trouvés sur toi, ton stylographe, ton porte-carte, tes clés, ta montre, cette montre qui n'a pas cessé de marcher quand ta pauvre tête a reçu le choc terrible qui l'a écrasée. C'est tout ce que j'ai en échange de l'ami tendre et aimé avec lequel je comptais passer ma vie. Quelques mois après ce drame, Marie Curie reprend l'enseignement de son défunt mari à la Sorbonne. En novembre 1906, elle donne sa leçon inaugurale. Elle est la première femme à professer en Sorbonne. Un journaliste ironise. Il a cette phrase, pensez donc, à partir du moment où une femme est autorisée à donner les cours d'enseignement supérieur aux étudiants des deux sexes, où sera la supériorité de l'homme mâle? Je vous le dis, bientôt les femmes deviendront des êtres humains. En
En 1910, avec l'aide du professeur André de Bierne, Marie Curie parvient à isoler 1 gramme de radium métal pur, 1 million de fois plus actif que l'uranium. Elle publie son traité de radioactivité, qui prend place parmi les ouvrages fondateurs de cette nouvelle science. 12 ans après la découverte du radium, Marie Curie, à 43 ans, est une des physiciennes les plus importantes de son temps. On l'encourage à postuler à l'Académie des sciences. Un journal ultra-conservateur interroge « Une femme peut-elle faire partie de cette vénérable institution ?» et exige des académiciens un vote patriotique en faveur d'Édouard Branly, l'un des inventeurs de la télégraphie sans fil. Édouard Branly l'emporte de 2 voix. Il n'y a pas que le fait qu'elle est une femme qui donc transgresse les rôles sociaux traditionnels. Il y a aussi ce fait qu'elle incarnait, elle et bien d'autres d'ailleurs de son groupe, elle incarnait des valeurs qui étaient des valeurs jugées anti-France, entre guillemets. Quelques mois plus tard, une nouvelle affaire éclate. Un journal d'extrême droite met à sa une un roman dans un laboratoire. Le cœur d'une femme a des aspirations que la science ne suffit pas à satisfaire. Le grand savant Paul Langevin abandonne sa femme et ses enfants. L'autre renonce à son laboratoire et à sa gloire. Le scandale prend des allures rocambolesques. Progressistes et réactionnaires se provoquent en duel. Le domicile de Marie Curie est assiégé. Des badauds la menacent de mort. Elle-même menace les titres les plus haineux de poursuites judiciaires et se réfugie chez des proches. Elle reste une femme atypique dans ce monde d'hommes, une étrangère, et elle est victime aussi des affrontements politiques très forts à cette époque. On n'est pas loin de l'affaire Dreyfus. On retrouve autour de Marie Curie des Dreyfusards, des libres penseurs, des hommes et des femmes très progressistes qui ont contre eux un camp clérical, conservateur, à tendance xénophobe. Au plus fort de l'affaire Langevin, Marie Curie apprend qu'elle va recevoir un 2e prix Nobel. L'Académie Nobel lui écrit pour lui suggérer de ne pas venir chercher son prix Nobel, car le scandale est tellement fort que la réputation même du prix Nobel pourrait être affectée. J'imagine que beaucoup de personnes, à la place de Marie Curie, auraient complètement craqué, mais elle non, elle écrit en disant qu'elle refuse de céder à la pression de la rue ou à la pression de la presse et va recueillir son prix Nobel à Stockholm en 1911. La lauréate arrive en Suède le 10 décembre. Lors de la cérémonie à l'Académie de musique, elle reçoit des mains du roi Gustave V le prix qui couronne ses travaux sur le radium. En introduction de sa conférence, et pour mettre un point final aux polémiques, elle déclare : Je tiens à rappeler que le travail chimique qui avait pour but de caractériser le radium comme un élément nouveau a été effectué spécialement par moi, mais il se trouve intimement lié à l'œuvre commune initiée avec Pierre Curie. Marie Curie et sa fille Irène ont l'honneur d'un banquet historique auquel assistent 300 femmes diplômées, issues des milieux de la science, de la médecine, du théâtre, de la littérature. Tandis qu'elle est célébrée au Royaume de Suède, la presse française accueille ce 2e prix Nobel attribué à une femme d'exception dans un silence assourdissant. À l'issue de cette année 1911, les sentiments et les nerfs de Marie Curie ont été mis à rude épreuve. Les médecins décèlent une grave maladie rénale. Elle subit une intervention chirurgicale suivie d'une longue convalescence. Néanmoins, elle suit avec passion les travaux des physiciens anglo-saxons. La résolution de l'énigme, d'où viennent ces rayonnements radioactifs, est faite par Ernest Rutherford qui, depuis plus de 10 ans,
réunit des preuves irréfutables. On va comprendre que l'atome, c'est pas une entité pleine, c'est pas une petite sphère de matière, c'est au contraire un édifice composite qui est en gros constitué de vide. Dans un atome, il y a d'abord le noyau de l'atome, dont la taille est vraiment très petite, c'est 1/1000 de milliardième de mètre. Et puis très loin de ce noyau, il y a des électrons qui tournent. Et en réalité, la radioactivité est un phénomène qui se produit ou qui a sa source uniquement dans le noyau. C'est un phénomène physique et non pas chimique. Les phénomènes chimiques sont ceux qui mettent en jeu les électrons qui tournent autour du noyau dans l'atome. La radioactivité, c'est là que ça se passe, où il y a des forces nouvelles qui opèrent, les forces qu'on appelle les forces nucléaires. C'est ça la radioactivité. Ces forces qui animent le noyau, d'où la formulation de force nucléaire, confirment Marie Curie dans son rêve bâtir un institut du radium, une grande institution d'utilité publique, quand en 1914. Paris, dimanche 2 août. Mes chères filles, la mobilisation est commencée aujourd'hui. Nous ne communiquerons pas facilement, mais après quelques jours, je pourrai probablement vous revoir. Soyez courageuses et calmes. Paris est calme, malgré le chagrin des départs. Je vous embrasse tendrement. Irène, qui vient d'avoir 17 ans et passe les grandes vacances en Bretagne avec sa sœur, veut se rendre utile, regagner sans délai la capitale. En réponse, sa mère lui écrit. Si vous ne pouvez travailler pour le présent de la France, travaillez pour son avenir. Bien des gens manqueront, hélas, après cette guerre. Il s'agira de les remplacer. Faites de la physique et des mathématiques le mieux que vous pourrez. Marie Curie met alors toutes ses forces dans l'organisation de services radiologiques qui ne sont encore que balbutiants dans les hôpitaux militaires. Les blessures provoquées par les obus à balles, les shrapnels, nécessitent une localisation précise. Je crée, avec l'aide de la Croix-Rouge, une première ambulance radiologique. C'était une simple voiture de tourisme adaptée au transport d'un appareil Röntgen complet, avec une dynamo qui était alimentée par le moteur de la voiture et qui fournissait l'électricité indispensable pour la production des rayons X. Puis, je montais 20 ambulances radiologiques à l'usage de l'armée. J'allais à Amiens, Calais, Dunkerque, Nancy, Lunéville, Belfort, Compiègne et Villers-Cotterêts. Les chirurgiens rencontrés se rendaient compte de l'utilité de l'examen radiologique, dont ils avaient rarement la moindre idée. Irène, animée du besoin impérieux de servir, a enfin rejoint sa mère. À peine âgée de 18 ans, elle se voit confier la responsabilité du service radiographique d'un hôpital anglo-belge, à quelques kilomètres du front. Elle s'engage dans l'union sacrée. Là, c'est un moment de parenthèse. On oublie les dissensions et ces Français d'origine étrangère qui sont prêts à donner leur sang, leur énergie pour la victoire. On les accepte volontiers. Donc l'inventivité de Marie Curie, son initiative avec les voitures radiologiques, c'est quelque chose de médiatisé, de valorisé. Donc là, le ton a changé par rapport à 1911. Malgré l'engagement remarquable de ces services de santé, qui ont pratiqué plus d'1 million d'examens préopératoires et permis de sauver des milliers de vies, Marie Curie ne cessera d'être hantée par ces 4 années d'hécatombe. Pour haïr l'idée même de la guerre, il suffirait de voir une fois ce que j'ai vu si souvent pendant ces années. Des hommes et des garçons amenés dans les ambulances du front, dans un mélange de boue et de sang. Beaucoup d'entre eux étaient condamnés à une mort rapide, d'autres à des mois entiers de douleur et de souffrance. À l'issue de la déflagration mondiale, la France est exsangue. À Paris, une tâche immense va désormais mobiliser toute l'énergie de Marie Curie. Relancer l'Institut du Radium
inauguré à la veille de la guerre, et équipé les laboratoires destinés à créer de nouvelles branches de recherche autour de la radioactivité et de ses applications. L'Institut du radium, ça a été une bataille. Il faut se rendre compte que la France est un pays ruiné. L'Institut du radium de départ n'a quasiment pas de moyens. Donc les 2-3 premières années sont, pour Marie, une cause de souci considérable, parce qu'il y a à peine de quoi faire des expériences, il y a à peine de quoi chauffer les locaux. L'entreprise est en péril. Sa fille Irène, qui a entamé une thèse de physique, est sa plus proche collaboratrice. Feignant de ne pas remarquer un avertissement épinglé sur la porte, Madame Pierre Curie, désirant ne point donner d'autographe ni signer de portrait, vous prie de l'excuser, une journaliste américaine, Miss Melanie, force le passage. Le courant a passé. On ne peut pas dire autre chose. Ces deux femmes que tout séparait ont réussi à se comprendre. En mai 1921, Marie Curie, accompagnée de ses filles et de Miss Melanie, débarque dans le Nouveau Monde. Marie Curie a eu beaucoup de soutien de la part des féministes, et notamment des féministes américaines. Les Américaines viennent d'obtenir le droit de vote. Le féminisme est très actif aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France. Donc elle accompagne ces luttes-là sans être une militante, mais vraiment par l'exemple de sa vie et de sa réussite intellectuelle. Elle rend d'énormes services à la cause des femmes. La femme la plus célèbre du monde, comme l'a décidé Miss Melanie, est invitée à la Maison-Blanche et reçoit des mains du président Harding le précieux gramme de radium financé par les collectes des femmes américaines. À Pittsburgh, en Pennsylvanie, où elle noue de fructueux contacts avec les ingénieurs, elle note avec fierté que les procédés qu'elle a mis au point pour isoler le radium sont portés à un stade industriel. À Chicago, dans le Michigan, l'importante population polonaise l'accueille avec ferveur. Ce marathon de 6 semaines, où se sont enchaînées conférences et visites protocolaires, a été harassant. La santé de Marie Curie se détériore un peu plus. Son projet, c'était l'exploration du radium et de la radioactivité. Elle a vraiment porté ce projet, et pour ça, elle a utilisé le fait qu'elle était une femme. Elle a utilisé les médias, bien qu'ils soient contre elle. Eh bien, elle a su aussi, aux États-Unis, en tout cas lors du voyage, les mettre dans sa poche, si je peux dire, pour mener à bien son projet. Je pense que c'est quelqu'un qui avait une personnalité et qui avait une détermination à toute épreuve, et rien n'arrêtait sa volonté. En ce début des années 20, l'économie redémarre. Les dons privés en nature et en matériel commencent à affluer. L'Institut du radium se développe rapidement. En son sein se font face 2 pavillons. L'un est destiné à l'étude physico-chimique des rayonnements, l'autre à leur étude biologique. Les vertus thérapeutiques du radium pour détruire les tumeurs malignes sont connues depuis plusieurs années, mais il reste beaucoup à faire pour en maîtriser l'usage. Le docteur Claudius Regaud et Marie Curie créent un dispensaire pour soigner les malades du cancer. Bientôt, le département de radiothérapie enregistrera les premières guérisons. On comprendra combien m'était chère l'idée que notre découverte était devenue un bienfait pour l'humanité. En raison non seulement de sa grande valeur scientifique, mais aussi de son pouvoir d'action efficace contre la souffrance humaine et contre cette terrible maladie. Philosophiquement, Marie Curie, elle est tout à fait dans cette école qui associe l'idée de progrès à la science. L'idée qu'il y a une sorte d'embrayage automatique entre toutes les formes de progrès, entre le progrès scientifique, le progrès technique, technologique, le progrès moral, et que la science va conduire l'humanité à s'émanciper de ces vieilles chaînes. Et du coup, elle a un rapport à la science qui est extrêmement enthousiaste et optimiste.
Au milieu des années 20, aux États-Unis, au Canada et surtout au Congo belge, l'extraction du radium s'intensifie. Sortant des usines et des laboratoires, le radium est l'objet de tous les fantasmes. On prête à cette substance magique toutes sortes de vertus. Les crèmes rajeunissantes tiennent le haut de l'affiche. Les charlatans s'en donnent à cœur joie. On se rase, on fume des cigarettes au radium. L'imagination des auteurs de romans populaires s'envole. Le radium, mot radieux et rayonnant, fut en un instant dans toutes les bouches. S'exalte Camille Flammarion, le célèbre vulgarisateur scientifique. Si le radium est devenu quelque chose d'un peu fascinant, ça tient au fait qu'il y a du mystère dans le radium. Cette libération d'énergie qui sort on ne sait pas d'où, alors qu'on savait que l'énergie, ça se conserve. Et que si on veut la transformer, il faut payer beaucoup. Or là, on avait l'impression qu'il y a de l'énergie qui vient comme ça, naturellement. La station thermale de Plombières-les-Bains, dans les Vosges, préconise son eau très radioactive et vend des émanateurs pour radioactiver l'eau des boissons ou des bains. Débit en 24 heures, 8000 millimicrocuries. Avant que le radium ne soit interdit en 1937 et strictement réservé aux applications médicales, il aura eu le temps de provoquer de nombreux décès chez les praticiens les plus exposés. Les Radium Girls, qui fabriquent à la chaîne le produit vedette des années 20 et les fameux réveils au radium phosphorescent, paieront un lourd tribut. Dès 1920, Marie Curie décrivait à sa sœur Brogne des symptômes alarmants. Mes plus grands ennuis viennent de mes yeux et de mes oreilles. Mes yeux sont très affaiblis. Quant aux oreilles, un bourdonnement presque continuel, souvent très intense, me persécute. Je m'en inquiète beaucoup, mon travail peut être entravé. Peut-être le radium est-il pour quelque chose dans ces troubles, mais on ne saurait l'affirmer avec certitude. 10 ans après le démarrage difficile de l'après-guerre, Marie Curie a fait de l'Institut du Radium une école internationale de la radioactivité. Des chercheurs et des chercheuses viennent du monde entier. Certains restent quelques mois, le temps d'apprendre les techniques modernes de radiochimie ou de mesure d'activité. D'autres plusieurs années pour préparer leur thèse. Beaucoup de femmes ont travaillé à l'Institut du Radium qui ont essaimé après dans leur propre pays. Elles ont créé des instituts de radioactivité et donc elle a contribué même à l'extérieur de la France, à ce que les femmes entrent dans la recherche et participent à la promotion de la recherche sur la radioactivité. Celle qu'on appelle la patronne consacre beaucoup de temps à écrire à l'université, aux fondations Rockefeller et Carnegie, aux sociétés philanthropiques, aux industriels, afin d'assurer à l'Institut un financement qui reste cependant fragile. Notre société où règne un désir âpre de luxe et de richesse ne comprend pas la valeur de la science. Elle ne réalise pas que celle-ci fait partie de son patrimoine moral le plus précieux. Ni les pouvoirs publics, ni la générosité privée n'accordent actuellement aux savants l'appui et les subsides indispensables pour un travail pleinement efficace. Un de ses vœux les plus chers se réalise, l'inauguration de l'Institut du Radium de Varsovie. Malgré son aversion pour les réceptions officielles, elle voyage beaucoup. En Tchécoslovaquie, en Angleterre, en Espagne, au Brésil, en Italie. Au cours de ces déplacements qui l'épuisent, elle ne manque jamais d'écrire à ses filles. Je suis ahurie de la vie que je mène et incapable de vous dire quelque chose d'intelligent. Je me demande quel vice fondamental il y a dans l'organisation humaine pour que cette forme d'agitation soit, dans une certaine mesure, nécessaire. Mais ce qui n'est pas niable, c'est la sincérité de tous ceux qui font ces choses et leur conviction qu'il faut les faire.
Marie Curie sera pendant longtemps la seule femme à participer au Conseil Solvay de physique et de chimie, créé en 1911 par un industriel belge, Ernest Solvay. Doutes, hésitations, controverses rythment les échanges et font progresser une œuvre commune. Ancêtres des actuels colloques scientifiques, ces conseils permettront des avancées décisives dans le domaine de la physique moderne, grâce aux contributions de savants de premier plan, dont 40 prix Nobel. La vitesse à laquelle cette histoire s'est développée, c'est absolument fascinant. En 1906, on a la preuve expérimentale que l'atome existe. On croit que c'est une sphère dure. En 1911, on comprend que non, il est composite, il y a un noyau en son sein entouré d'électrons. Un peu plus tard, on comprend que dans le noyau, il y a des protons et des neutrons. Un peu plus tard, on comprend que les électrons qui tournent autour du noyau ne tournent pas conformément aux lois de la physique classique. Et donc on comprend que l'atome, c'est pas un objet qu'on peut décrire avec la physique qu'on connaît à l'époque. C'est dans le cadre des conseils Solvay qu'Albert Einstein, Niels Bohr et d'autres conceptualiseront, à la fin des années 20, la nouvelle physique quantique qui permettra d'aller plus loin dans l'intimité de l'atome et des particules. Marie Curie et Einstein ne travaillèrent pas ensemble sur ces questions théoriques, mais dans cette période de montée des périls, ils s'engagèrent dans la Commission internationale de coopération intellectuelle, un organisme de la Société des Nations destiné à renforcer l'action en faveur de la culture, de la science et de la paix. Elle a eu une formule disant à peu près ceci. On parle de la faillite de la science, mais la science est une œuvre humaine et par conséquent, ce n'est pas une œuvre parfaite. Elle ajoutait, la science a été souvent détournée de sa route par les forces d'égoïsme national et de régression sociale. On ne dira pas que Marie Curie s'est engagée pour que les scientifiques aillent en masse défendre ses idées, mais elle l'a exprimé. Le 29 juin 1934, Marie Curie est hospitalisée dans un état critique au sanatorium de Sanselmoos, face au Mont Blanc. Je suis de ceux qui pensent que la science a une grande beauté. Un savant dans son laboratoire n'est pas seulement un technicien, c'est aussi un enfant placé en face de phénomènes naturels qui l'impressionnent comme un conte de fées. Nous ne devons pas laisser croire que tout progrès scientifique se réduit à des mécanismes, des machines, des engrenages qui par ailleurs ont leur beauté propre. Je ne crois pas que dans notre monde, l'esprit d'aventure risque de disparaître. Si je vois autour de moi quelque chose de vital, c'est précisément cet esprit d'aventure qui me paraît indéracinable et s'apparente à la curiosité. Marie Curie s'éteint le 4 juillet 1934, à l'âge de 67 ans. Sa dernière bataille, institutionnaliser la recherche, connaîtra un premier aboutissement avec la création en 1936 par le Front populaire d'un ministère de la Recherche qui sera confié à sa fille. Irène et Frédéric Joliot-Curie ont reçu le prix Nobel de chimie pour leur découverte de la radioactivité artificielle. Ils auront la prescience de son énorme potentiel d'énergie, mais aussi de son caractère dangereux. La découverte de la fission nucléaire en 1938 par les Allemands Otto Hahn, Fritz Strassmann et l'Autrichienne Lise Meitner va déclencher la course folle à la maîtrise de l'atome. L'aventure a malheureusement mal tourné, si je peux dire, avec la bombe atomique. Et elle a en même temps porté toute la recherche de la physique du XXe siècle. Dans la période de l'après-guerre, sera créé en France le Commissariat à l'énergie atomique, aux buts civils et militaires. Organisme au sein duquel les chercheurs vont travailler d'une façon radicalement différente qu'à l'époque de Marie Curie. Le déploiement colossal des programmes d'armement ou liés à l'énergie masquera durablement les applications de la radioactivité en médecine, en biologie, mais aussi dans la datation,
dans la compréhension de la formation de la Terre, des étoiles, de l'univers. Les cataclysmes nucléaires des dernières décennies jetteront une ombre tenace sur une discipline scientifique majeure du XXe siècle. La science peut être complice de la barbarie. Nous devons continuellement regarder l'usage que nous faisons des progrès scientifiques, avec, si possible, une sorte de maîtrise sur le cours de nos destinées collectives. Nombreux sont les scientifiques qui militent pour la responsabilité de la science. Peuvent-ils se réclamer du mythe Curie? Pourquoi pas, hein? En sachant que c'est un mythe que jamais la science n'a été pure ni désintéressée. Dans les 30 premières années du XXe siècle, Marie Sklodowska-Curie, en transgressant bien des tabous, aura ouvert avec éclat un nouveau champ de la connaissance. Sa liberté, la dimension éthique universelle de son œuvre, nous invite à nous interroger constamment sur la grandeur et la servitude de la science, appelant notre vigilance face aux tentations toujours présentes de la régression et de l'obscurantisme. Je suis de ceux qui pensent que la science a une grande beauté.